reprenons, chers amis, il est 14 heures. On est dans une enceinte militaire, on respecte les horaires. Donc, merci d'être venu. J'espère que la matinée vous a plu. Nous avons essayé de faire vivre les débats, c'est ça qui était prévu, dans une atmosphère à la fois libre et amicale, c'est ce que je vous avais dit, je crois que c'était le cas. Les personnes n'étaient pas forcément tous d'accord, mais heureusement, je dirais. Comme ça nous enrichit tous, on peut écouter ce que disent les uns les autres, et après chacun se fait son opinion. C'est tout à fait l'esprit de nos colloques. Donc maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir le général Benoît Durieux, directeur de l'IHEDN, qui nous fait la gentillesse, l'amitié de venir nous présenter, nous accueillir en fait. Et ensuite, on aura Mathieu Ozano, qui est directeur du think tank The Shift Project. Je ne sais pas s'il est déjà là. Il est là, mais c'est parfait. Nous vous cherchions, donc vous êtes là, donc c'est parfait. Donc mon général, je vous laisse avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup. Madame la Présidente de l'Association régionale des auditeurs de Paris-Île-de-France, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers auditeurs, puisque je pense qu'il y a plusieurs auditeurs de l'IHEDN dans la salle, et chers amis, je voudrais souligner à quel point le thème que vous avez choisi cette année pour ce rendez-vous annuel est d'actualité et d'ailleurs très illustratif de la vocation de l'IHEDN. Je voudrais aussi me féliciter, puisque en parlant avec les uns et les autres il y a quelques instants, je ne pouvais pas être avec vous ce matin, mais je sais que les débats ont été constructifs, nourris, faisant la place à des convictions variées, et je crois que ça me paraît très important. En ouverture de cet après-midi, je voudrais vous inviter un petit peu à réfléchir sur, quand on parle de défense nationale, de sécurité nationale, de quoi parle-t-on exactement? Ça me paraît extrêmement important de mettre un nom sur les choses, et ça me permettra ensuite de dire pourquoi, en effet, l'énergie est un sujet réellement de défense et de sécurité nationale. Lorsque nous parlons de défense nationale à l'IHEDN, c'est le nom de notre institut après tout, nous avons en réalité l'habitude de la situer mentalement dans un environnement que nous dessinons, que nous représentons par 4 cercles concentriques ou au moins emboîtés les uns dans les autres. Le premier, c'est celui, malgré tout, de la défense militaire. La défense par les armes qui se caractérise par l'emploi de la violence physique, de la violence armée. Je voudrais le dire, à mon sens, la guerre et la paix, ça reste 2 choses différentes. Si nous avions aujourd'hui, peut-être d'ailleurs que c'est le cas, je n'en sais rien, un auditeur ukrainien, il nous dirait probablement qu'il voit très bien la différence entre les bombardements et les sanctions économiques. Et donc, lorsque nous parlons de guerre économique, lorsque nous parlons de guerre informationnelle, nous disons quelque chose, mais c'est une analogie, ce n'est pas une identité de nature. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut toujours le garder à l'esprit. Le cercle suivant, qui englobe le premier, mais qui ne s'y limite pas, c'est précisément celui de la défense nationale. C'est le domaine de l'emploi de leur puissance par les États, ou plus largement, à vrai dire, par les entités politiques. Il y a des groupes, et on en voit actuellement au Moyen-Orient, qui ne sont pas des États et qui ont pourtant clairement une politique de puissance. C'est l'emploi de la supériorité dans un domaine donné, c'est le domaine de la menace à vocation politique, c'est le domaine de l'atteinte intentionnelle à nos intérêts en tant que nation, à notre société, à notre économie éventuellement, mais pour des objectifs politiques. Ça peut être évidemment
la prise de participation hostile dans des entreprises sensibles, ça peut être l'imposition politique de normes extraterritoriales, ça peut être aussi la corruption, la subversion, la territorialisation de la mer ou des menaces dans l'espace. Ça, c'est la défense nationale, c'est le cœur du sujet qui est traité à l'IHEDN. Mais au-delà de la défense nationale, il y a, depuis notamment le livre blanc de 2008, la sécurité nationale. La sécurité nationale, là encore, elle intègre la défense nationale, donc la défense militaire, mais elle va au-delà, elle intègre tout ce qui est protection face aux risques, mais pas n'importe quel risque, les risques systémiques. Ça peut être des grandes catastrophes naturelles, des grandes catastrophes technologiques, ça peut être, par exemple, les conséquences des grands trafics de drogue, la piraterie, le crime organisé, etc. Et puis enfin, dernier cercle qui probablement englobe les trois premiers, c'est celui de la sécurité internationale, parce que la France est un pays qui ne conçoit pas de se protéger seul, qui sait qu'elle s'intègre dans un écosystème international, et donc c'est le domaine de la coopération multilatérale pour faire face, par exemple, au changement climatique ou bien à des grands défis comme le terrorisme international, aussi pour les mécanismes de sécurité collective, de maîtrise des armements, etc. Alors, pardonnez-moi cette introduction un petit peu didactique, mais je trouvais intéressant de rappeler cette articulation parce que l'énergie, au fond, est un enjeu qui intervient dans ces quatre dimensions concentriques de notre défense et de notre sécurité nationale. D'abord, dans le cercle militaire, à l'évidence, et je crois que cet après-midi, d'ailleurs, l'ingénieur général Margottin aura l'occasion de participer à une table ronde, mais ce n'est pas seulement le problème des armées. Les ressources en hydrocarbures, par exemple, influencent la définition des objectifs de certaines guerres et très certainement, ça a été un facteur important de définition des objectifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Le développement des énergies renouvelables pourrait, de ce point de vue, représenter un changement significatif, mais à l'évidence, nous ne sommes pas encore là. Deuxième impact pour la défense militaire, la nécessité croissante pour les équipements militaires de s'affranchir des carburants fossiles, au minimum parce que progressivement les sociétés vont essayer de le faire. C'est un défi technique, mais aussi un défi militaire. À l'évidence, on imagine mal accepter d'en avoir un avion de chasse qui volerait 2 fois moins vite que les autres parce qu'il utilise un carburant non fossile. Et donc on voit très bien que là, il y a des enjeux, il y a des dilemmes qui vont se poser. Et puis aussi, sans doute, un défi financier. De la même façon, un autre parmi les nombreux exemples qu'on peut imaginer, la dialectique entre l'énergie nucléaire civile et le nucléaire militaire et les enjeux en termes de non-prolifération sont évidemment des points importants. Donc ça, c'est quelques-uns des impacts de la question énergétique dans la défense militaire. Mais l'énergie est aussi, à l'évidence, un enjeu majeur pour la défense nationale telle que je l'ai caractérisée tout à l'heure. Le chantage au gaz exercé par Vladimir Poutine est un exemple évidemment emblématique, mais ce n'est pas le seul. La croissance de la part de l'énergie électrique emporte l'augmentation des besoins de certains composants. Je crois que ça a été évoqué ce matin. Évidemment, les besoins en cuivre, en aluminium, en cobalt, en nickel, par exemple, vont aller croissant. Et donc, des enjeux internationaux dans la mesure où nous ne les avons pas tous au minimum sur le territoire national. La transition énergétique va nécessiter des technologies avancées et avec elles l'augmentation des risques d'espionnage industriel, pour prendre un deuxième exemple. Et puis les exemples de sabotage de certaines infrastructures, et on a tous en tête le sabotage des gazoducs en mer Baltique, donnent encore un exemple
de ce domaine où l'énergie donne prise à un certain nombre de menaces qui ne sont pas nécessairement, voire souvent pas militaires, mais qui sont pourtant importantes sur notre sécurité, sur notre société, sur le fonctionnement régulier de notre économie. Au-delà de ce deuxième cercle, vous vous rappelez, le troisième, c'est la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est-à-dire au-delà des menaces, les risques. Évidemment, on peut penser aux conséquences du changement climatique qui entretient évidemment une dialectique avec les enjeux énergétiques. Et de ce point de vue-là, je sais que le ministère des Armées réfléchit beaucoup, mais pas seulement, à toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Je pense que l'énergie nucléaire retrouve, après avoir été considérée comme devant s'effacer progressivement, on voit bien que ça ne va pas être le cas. La France a relancé cette dynamique, d'autres pays vont probablement le faire. Et là, ça me paraît un enjeu extrêmement important parce que c'est certainement une énergie qui justifie une coopération internationale plus importante. Enfin, si nous devions aller vers une situation de raréfaction de l'énergie, alors il y aurait des conséquences systémiques sur notre société, alors que nous vivons depuis maintenant des années dans une situation où, en réalité, il n'y a jamais eu véritablement, on a fait souvent des économies, mais on ne peut pas dire que ça a eu un impact majeur sur notre société. C'est un autre exemple, peut-être, qui, d'une certaine façon, a trait à la sécurité nationale. Et puis enfin, relever ces défis de défense militaire, de défense nationale, de sécurité nationale en lien avec l'énergie, ça impose à l'évidence une plus grande coopération internationale. Malheureusement, on n'en prend pas nécessairement le chemin et l'absence de coopération pourrait alors rétroagir, et on revient au début sur les risques de conflit. C'est pourquoi l'organisation de cette journée de réflexion, Madame la Présidente, me paraît absolument salutaire. L'approvisionnement en énergie est un sujet difficile, c'est le lieu de nombreux débats dans la société et je pense que chacune des voix du débat doit être entendue, tous ces enjeux doivent être soigneusement débattus. C'est la vocation de l'IHEDN que de susciter ces débats, d'entretenir la culture du débat. Et c'est la raison pour laquelle je salue votre initiative. C'est le rôle aussi de l'Académie de défense de l'école militaire, dont vous savez qu'elle a été créée, lancée officiellement par Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, le 26 octobre prochain. Cette Académie de défense rassemble, fédère plus exactement, les 21 organismes qui, sur le site de l'école militaire, ont des missions soit de formation des dirigeants, soit de réflexion. Et là encore, je pense qu'il est absolument essentiel de développer cette culture du débat. Et puis, au fond, nous le savons bien, puisque pendant très longtemps, en tout cas moi je fais référence à mes jeunes années, il y avait la crise du pétrole. Et en France, à l'époque, on avait coutume de dire qu'on n'avait pas de pétrole, mais qu'on avait des idées. Ça montre bien qu'il faut entretenir le débat. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci mon général, merci beaucoup pour ces paroles qui nous encouragent, je dirais, à continuer dans la voie que nous avions cherché à développer, c'est-à-dire le fait de pouvoir permettre à des visions différentes de se confronter, de discuter. Et donc maintenant j'accueille Monsieur Mathieu Ozano, directeur du think tank The Shift Project. Merci beaucoup. Et merci de me faire l'honneur de permettre de prendre la parole devant vous. Alors, je ne suis pas... Est-ce que vous savez que vous pouvez... Oui, je peux. Là, on vous a expliqué ça. Oui. Je vais essayer de trouver le bon bouton. Donc, effectivement, je dirige le Shift Project, qui est une association d'intérêt général qui a été créée et qui est toujours présidée par Jean-Marc Jancovici, dont la notoriété est bien supérieure à la mienne, effectivement.
Je ne suis pas tout à fait que sa doublure, au sens où moi je ne suis pas ingénieur. Je suis ancien journaliste et j'ai notamment, je suis venu notamment sur ces sujets de transition bas carbone. C'est l'objet du Shift Project, c'est de pousser à la roue de la transition bas carbone. Comment est-ce qu'on fait Nunc dans la société telle qu'elle est faite pour réussir le tour de force historique consistant à nous passer de pétrole, de gaz et de charbon d'ici une génération. Donc c'est ça qu'on essaye de faire au Shift Project. Et moi, dans ma perspective propre, eh bien, c'est en tant que journaliste que je me suis intéressé aux enjeux d'énergie, c'est-à-dire aux enjeux de puissance. Effectivement, Monsieur le Général, vous l'avez souligné, et on le perd trop souvent de vue dès que l'on parle de puissance humaine, politique, économique, militaire, à la lettre, évidemment. On parle d'énergie. Malheureusement, cette évidence est bien trop souvent perdue de vue. Si vous voulez effectuer une puissance, si vous voulez perpétuer une puissance, il vous faut des ressources adéquates en énergie, aussi vrai qu'un watt égale un joule par seconde. Donc moi, c'est, pour me présenter en 2 mots, c'est effectivement en tant que journaliste et notamment avec l'invasion de l'Irak en 2003 par une coalition, et puis essentiellement par l'armée américaine, que j'ai commencé à me poser en tant que journaliste des questions sur ma compréhension de la situation du régime de puissance tel qu'il est fondé, tel qu'il était fondé et tel qu'il reste fondé, sur une source d'énergie abondante et pas chère, cumulant tout un tas de qualités, le pétrole, et son petit cousin, son petit frère, le gaz naturel, raisons naturelles, pratiques, qui sont les seules et uniques raisons pour lesquelles pétrole, gaz et charbon dominent encore totalement le mix énergétique mondial. Malheureusement, parce que de notre point de vue au Shift, on est confronté à une évolution qui est inexorable. De notre point de vue au Shift Project, on n'a pas une seule excellente raison de nous organiser en tant que société pour sortir en bon ordre et rapidement des énergies fossiles. On n'a pas que la raison climatique, on a une seconde excellente raison cumulative qui, de notre point de vue, a trait non pas au caractère carboné de ces sources d'énergie, mais à leur caractère tarissable. Et c'est quelque chose qu'on a tâché de documenter, et je vais vous en donner un aperçu. Donc finalement, en termes de perpétuation de la puissance nationale, et de ce point de vue de la puissance des sociétés d'Europe occidentale, parce que quelque part, de ce point de vue, du point de vue à la fois du risque climatique et du point de vue du risque entraîné par le caractère tarissable des énergies fossiles, pour le dire en termes profanes, on est tous dans le même bateau. On est concrètement dans une situation à la fois écologique et géostratégique. Écologique, le climat, géostratégique, le caractère tarissable d'une bonne part des sources d'approvisionnement pétrolières et gazières de l'Europe occidentale. L'Europe est au bout de la branche. Voilà. On est dans une situation, à notre sens, extrêmement périlleuse, et vous en avez eu un aperçu, je pense, même si j'ai malheureusement pas pu écouter ce qu'elle a dit, ça fait partie des gens avec qui on échange constamment. Sophie Mourlon de la DGEC, Madame la directrice générale de l'énergie, fait partie des gens qui sont au cœur du réacteur, c'est le cas de le dire, et qui sont extrêmement inquiets de la capacité de notre nation à éviter d'échouer la puissance électrique, à tout le moins, nationale, si ce n'est la puissance énergétique de manière générale, faute de capacité industrielle à perpétuer cette puissance. Donc c'est ça qui nous préoccupe, et c'est comme ça qu'on tâche dans cet esprit d'inquiétude historique qui teinte notre approche de ce tour de force historique que chacun de nous, chacune et chacun de nous s'est engagé à tenir avec la signature des accords de Paris qui font partie du bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire du cœur du projet républicain tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de je vais arrêter avec les grands mots, mais je vais surtout essayer de vous présenter l'approche de notre diagnostic. On estime qu'en tant que société, on a deux pathologies extrêmement graves liées à notre dépendance aux énergies fossiles.
Voilà, donc je vais vous présenter brièvement notre approche de la thérapie, notre approche du diagnostic, pardon, et quelques éléments sur, du coup, notre approche thérapeutique telle qu'on la défend, en tout cas au Shift Project. Bon, la première excellente raison, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais parce que j'estime que ce sont des choses qui doivent être, en 2023, à peu près comprises d'un point de vue prudentiel. Mince, pardon, excusez-moi. Hop. Ah oui, non, c'est droite et gauche. Excusez-moi. Hop. Non, je vais y arriver. Oh, pardon pour le coup de stromboscope. Voilà. Ça, ce sont des éléments qui sont... la carte du haut, c'est à 4 degrés de réchauffement, c'est-à-dire peu ou prou la tendance sur laquelle on est. C'est le nombre de jours par an atteignant des températures létales à l'horizon 2100. Voilà. En bas, c'est sur un scénario de réchauffement de 2 degrés Celsius à l'horizon... non, c'est toujours à l'horizon fin de siècle, l'évolution de la pluviométrie. Donc vous voyez que l'ensemble du bassin méditerranéen pris au sens le plus large est en première ligne de l'un des effets secondaires de l'aggravation du réchauffement anthropique, qui est le déplacement vers le nord de la cellule d'Hadley, donc de la grande cellule de convection climatique, celle qui fait le Sahara. Elle a commencé à se déplacer vers le nord. Et lorsque l'on parle d'une sécheresse accrue autour du bassin méditerranéen, vous voyez sur cet aperçu que ça comprend tout le bassin de la Loire, par exemple. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est ce qu'on cherche à éviter du point de vue climatique, une situation dans laquelle, peu ou prou, la vie de nos enfants et de leurs enfants et de leurs enfants, ainsi de suite, va devenir compliquée, avec des effets directs et tout un tas d'effets indirects sur les mouvements de population, notamment. Maintenant, la seconde contrainte climatique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a eu la chance de pouvoir documenter grâce à l'égide du ministère des Armées. Le Shift Project a publié en 2020, 2021, 2022 3 études sur la sécurité des approvisionnements pétrole et gaz de l'Union européenne. Alors là, vous avez le résultat de la deuxième étude sur le pétrole, avec une projection de l'évolution des capacités de production des 16 pays qui apportent l'essentiel de nos importations, des importations de l'Union européenne de brut. Comme disent les pétroliers, avec une approche above ground. Donc ce travail-là a été fait avant la guerre, avant l'invasion de l'Ukraine, donc on n'a pas des complications, on a ignoré les complications above ground. Voilà. Et vous avez un constat qui a été porté par le Shift depuis fort longtemps, par le Shift et par une autre association dont je suis membre et dont Nicolas Meillan, qui va prendre la parole tout à l'heure, est également membre, qui s'appelle l'Association pour l'étude des pics pétroliers et gaziers, dont font partie essentiellement, à part quelques électrons libres comme Nicolas et moi, des pétroliers de métier, et notamment des pétrogéologues et des économistes du pétrole. Alors ce travail-là, il a été produit sous l'égide du ministère des Armées, piloté par moi-même, mais je l'ai confié à 3 personnes dont on peut estimer qu'elles font partie des meilleurs spécialistes de ces questions en France. Alain Lehner, qui a été responsable de la gestion de la production de Total, Marc Blaiseau, qui a été patron de l'exploration à peu près à la même époque, et Olivier Reich, qui, entre autres choses, a été le monsieur pétrole de l'Agence internationale de l'énergie, et qui, entre autres choses, dans le World Energy Outlook 2008, a produit la première étude du World Energy Outlook, circonstanciant l'ampleur du problème qui est posé par ce graphique, qui est le problème de la déplétion d'un certain nombre de producteurs pétroliers matures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, déplétion ? Je m'attarde un petit peu sur ce diagnostic parce qu'il est beaucoup moins... pour nous, cette seconde contrainte carbone est tout aussi prégnante, tout aussi pressante que la première. Je pars de l'hypothèse que la première contrainte, c'est-à-dire la contrainte en aval
celle conséquence des émissions de gaz à effet de serre, celle du CO2, est comprise, donc je m'attarde un petit peu sur celle-là. Donc qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une ressource est mature dans l'industrie pétrolière, mais également dans toute industrie extractive, tapant dans une ressource finie? Eh bien, une ressource est dite mature à partir du moment où vous avez extrait plus de la moitié des réserves que l'on estime récupérables dans l'état de l'art, et avec des conditions économiques vraisemblables. Voilà. De ce point de vue-là, la France et l'Europe sont effectivement au bout de la branche, au sens où, d'abord, la seule source de pétrole et de gaz consistante, importante, dont on dispose en Europe occidentale, la mer du Nord, est un cas d'école d'une déplétion fondamentalement écologique, géologique, au sens où, aujourd'hui, la production de pétrole et de gaz en mer du Nord est grosso modo moitié moindre de ce qu'elle était lors du pic de production qui a eu lieu en 2000 pour le pétrole et en 2004, je crois, de mémoire, pour ce qui est du gaz, sans qu'il y ait le moindre problème d'accès à la technologie, d'accès aux investissements, de sécurité des contrats. Vous avez affaire à un phénomène qui est fondamentalement un phénomène naturel, qui tient ou fait, comme dirait la palisse, que plus vite vous videz un verre d'eau, plus vite il est vide. Donc c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui continue à se passer essentiellement en mer du Nord, même s'il y a des redéveloppements actuellement. Ces redéveloppements, notamment en Norvège, en toute hypothèse, ne permettront pas de revenir au niveau de production qu'on connaissait dans les années 2000, pour des raisons fondamentalement géologiques. Bon. Le continent africain a franchi son pic de production. Si vous sommez la production de l'Algérie, du Nigeria, de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Gabon, etc., un pic a été franchi. La production d'huile de l'ensemble du continent africain est passée par un maximum en 2007 et a décliné depuis. Et on est dans une situation où, vous pouvez poser les questions à des Algériens, il est peu vraisemblable, l'Algérie aura du mal notamment à maintenir ses capacités de production. Le Nigeria, en l'état actuel des choses, à cause d'une composition de problèmes, d'un état de fait géologique qui tient au fait que l'essentiel de la production la plus facilement accessible est mature et composé à d'autres problèmes, cette fois above ground, on ne s'attend pas à ce que la production du Nigeria fasse autre chose qu'en tendance déclinée. Bon, vous avez là la description d'une situation non seulement économique, mais politique, mais géostratégique, extrêmement périlleuse pour l'Europe, tant que nous restons, de bout en bout, tributaires d'approvisionnement abondant en hydrocarbures. Tout en bas de ce graphique, vous avez tous vu la Russie, évidemment. Alors, on le sait aujourd'hui, chacun le sait aujourd'hui, ce n'était pas le cas avant février 2022, pardon. La Russie, c'est pratiquement un tiers des approvisionnements de brut de l'Union européenne. Et la Russie, de l'aveu même du Kremlin, en tout cas avant-guerre, et c'est quelque chose que vous allez retrouver dans les rapports de l'AIE depuis maintenant 10 ans, est un producteur mature. Producteur mature, c'est-à-dire qu'il est proche de son maximum de capacité de production. Le bassin de la Volga, la Sibérie occidentale, qui sont les deux cœurs de l'industrie, les deux zones les plus généreuses, les plus faciles d'accès relativement, sont des zones matures dans lesquelles il va être compliqué de maintenir la production. Voilà. Et pour vous donner un aperçu, donc ce travail-là, on l'a produit avant la guerre. On a lancé avant l'invasion de l'Ukraine un travail sur le gaz également, dont je vais dire un mot ensuite. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de la Russie, donc qui est notre source avant-guerre, en tout cas principale d'approvisionnement de pétrole et de gaz, vous avez une évaluation qui est faite par 3 des meilleurs spécialistes français, dont les 2 ex-responsables de la production de Total, notamment Alain Lehner, qui a fait une bonne partie de sa carrière en Russie arctique, sur des gisements opérés par Total, qui ne voit pas la production russe faire autre chose que décliner.
Bon, c'est quelque chose, ce constat, quand je disais qu'il a été fait, qu'il a été posé également par le Kremlin, alors avant que le rideau de fer soit à nouveau tiré entre nous et eux, il y a eu un scoop de Commerçante, donc Commerçante c'est l'équivalent des Échos en Russie, qui a révélé le scénario central du ministère de l'économie russe, disant que du point de vue du ministère, la production russe ne pourrait jamais revenir à son niveau pré-Covid, à cause de la difficulté de compenser le déclin des sources matures, des puits en voie de tarissement en Sibérie occidentale ou dans le bassin de la Volga, par autre chose. L'autre chose étant notamment située dans la péninsule de Taïmyr. Je vais en dire un mot. Voilà. Ça, c'est une situation pour nous concrète, extrêmement périlleuse, qui constitue une seconde excellente raison de prendre au sérieux nos engagements à nous décarboner, certes au nom du climat, mais aussi du point de vue de la sécurité nationale. Alors, ça, je vous donne juste un aperçu de ça. Le travail que je vous ai présenté, la source de base de travail, c'est les données de Rystad Energy. Donc, il faut comprendre l'une des raisons pour lesquelles le grand public, et notamment la presse, n'est pas assez au courant de ces problématiques-là, c'est que l'accès aux données est compliqué. Les données climatiques, elles sont disponibles pour tout universitaire. Il n'y a pas un droit d'entrée pour accéder aux données climatiques. Les données pétrolières, c'est très différent. C'est au mieux du secret commercial, ça relève au mieux du secret commercial, et dans l'essentiel des ressources, c'est du secret d'État. Hein, il n'y a jamais eu, il y aura vraisemblablement jamais d'audit sur la Saudi Aramco ou sur Rosneft. Et donc ça c'est simplement... Donc nous, Alain Lehner, Marc Blaiseau et Olivier Reich ont traité les données de Rystad et en ont tiré les conclusions que je vous présentais ici. Voilà. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais revenir, excusez-moi, je vais revenir dans un instant sur le graphique que je vous montrais. Simplement juste pour enfoncer le clou, qu'est-ce que ça vous dit cette situation-là? Ça veut dire que les 16 pays principaux producteurs qui approvisionnaient l'économie, qui permettaient à la puissance économique européenne de s'effectuer, sont au mieux sur un scénario de maintien compliqué des capacités de production à l'horizon 2030, risque élevé de contraintes sur les approvisionnements qui se transformeraient, de leur point de vue, dans un déclin inexorable pour la décennie 2030. Alors, je ne suis pas en train de vous dire c'est ça qui va se passer. Je suis en train de vous dire, quand votre métier, c'est de prévoir du risque, c'est intéressant de se confronter, de regarder en face quelque chose qui, du point de vue de trois grands experts de la chose pétrolière, se présente comme un risque très probable. Voilà. Et donc, je disais, sur le cas de la Russie, donc ça, c'est Rystad Energy qui nous disait que peu ou prou, le déclin tendanciel, la difficulté de re-remplir la baignoire des capacités de production russes qui se vide inexorablement du côté des puits qui s'épuisent, la difficulté de la re-remplir par des nouvelles ressources qui vont être plus compliquées à aller chercher, plus septentrionales, plus isolées, etc. Cette difficulté conduisait avant-guerre Rystad à estimer que la Russie perdrait 1/10 de ses capacités de production, donc peu ou prou 1/10 de ses capacités d'exportation, n'est-ce pas? Et ce déclin d'1/10 des capacités de production russes, du point de vue de Rystad, compte tenu des sanctions, se transformerait en un effondrement avec une perte d'un quart des capacités d'export. Voilà. Ça, c'est un terrain de jeu qui est le terrain de jeu de la société française, de sa puissance économique et incidemment de sa capacité à se passer de pétrole, de gaz et de charbon. Voilà. Alors du coup, nous, compte tenu de cette double contrainte carbone, eh bien, au Shift, c'est peut-être ce qui fait que j'ai l'honneur de parler devant vous aujourd'hui, on a cette petite musique qui fait son chemin du côté de la direction, pardon, du côté de la direction générale énergie-climat, du côté de réseau de transport d'électricité, du côté également d'un petit nouveau dans les instances qui pilotent la transition bas carbone, qui est le secrétariat général à la planification écologique, qui a été créé et placé sous l'égide de Matignon. Nous, on parle de sobriété structurelle, comme cette sobriété structurelle, c'est-à-dire cette capacité à nous organiser en tant que société pour faire en sorte que nos organes vitaux, l'industrie, l'agriculture,
les transports, la santé, puissent remplir leurs fonctions en ayant le moins besoin possible d'énergie et de matière. Cette sobriété structurelle, aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est une notion, si vous regardez notamment, par exemple, dans un rapport qui a été fait par l'OPEX, que citait Yves Bréchet tout à l'heure, l'OPEX a produit un rapport en disant cette sobriété structurelle est une spécificité, deux choses, est une spécificité française, intellectuelle, essentiellement intellectuelle aujourd'hui, mais c'est une spécificité française, on ne la retrouve pas au Japon, on ne la retrouve pas en Allemagne, on ne la retrouve pas aux États-Unis, où les mesures de sobriété sont envisagées comme des solutions de crise transitoires. Le fait que RTE, la DGEC, le secrétariat général à la planification écologique, Jean Pisani-Ferry, dans son rapport excellent avec Selma Mahfouz, disent la sobriété structurelle est un excellent moyen d'économiser des deniers publics, et c'est un choix, alors c'est moi qui le dis, mais je pense que je ne trahis pas leurs propos, c'est un choix historique sans regret. Lorsque on fait le constat que nous sommes dans une situation, dans notre capacité à exercer notre puissance, extrêmement périlleuse. On ne sait même pas, alors on a évoqué tout à l'heure les capacités de production en bioénergie, le SGPE, le secrétariat général à la planification, vous dit, dans le constat qu'il rend à Madame Borne, dit on n'a pas les capacités de production en bioénergie pour répondre aux besoins tels qu'ils sont exprimés par l'industrie, notamment l'industrie aéronautique. Du coup, il serait de bon sens d'envisager de hiérarchiser les usages, c'est-à-dire de construire une politique industrielle intégrant systématiquement cette notion de sobriété structurelle. Comment je fais pour bigorner mes systèmes techniques, pour qu'ils rendent leur fonction vitale, pour qu'ils répondent à leur fonction vitale, en ayant le moins besoin possible d'énergie et de matière. Et pourquoi ça ? Eh bien, pourquoi cette nécessité ? Pour une raison qui a été notamment citée par Philippe Charlez ce matin, c'est qu'aucune source d'énergie alternative au pétrole, au gaz et au charbon ne peut faire jeu égal à niveau de production constant, compte tenu d'un empilement de difficultés, de limites physiques, technologiques, industrielles, organisationnelles. Voilà. Ça, c'est peut-être le premier élément du diagnostic. Toutes les alternatives, qu'on soit pro-nucléaire, pro-renouvelable, pro ce que vous voulez, ont cette fâcheuse tendance, et c'est logique historiquement, à être plus compliquées que ce que, en tant que société, on n'a pas été plus malin qu'une colonie de bactéries ou qu'une fourmilière. La raison essentielle, la raison unique pour laquelle 80% des énergies c'est les énergies fossiles, c'est parce qu'en tant qu'espèce vivante, on a pris ce qu'on avait de plus commode sous la main. Voilà. Donc voilà, d'où cette notion de rechercher une organisation d'une société développée, d'une société hautement technique, qui puisse, non pas pour des raisons éthiques, mais pour des raisons pratiques, consommer aussi peu d'énergie et de matière que possible. Donc voilà, c'est pas notre triangle des Bermudes, c'est notre triangle de navigation au vent des récifs. Alors on est en train de dériver vers le récif énergie fossile, on est même déjà, je pense, bien engagé dans la zone des récifs. Il ne faudrait pas tomber de Caraïbes dans ce là, bien évidemment. Alors ça a été dit, donc je le dis rapidement, mais effectivement, on peut prendre l'exemple du cuivre, et ça vous allez retrouver ça dans les travaux de l'Agence internationale de l'énergie. La production, si on électrifie massivement, bien entendu, au niveau mondial, on est sur un rythme de croissance des besoins mondiaux de cuivre colossal. La production existante de cuivre, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de nouvelles mines, mais la production existante de cuivre, notamment effectivement en Amérique latine, au Chili en particulier, décline. Voilà. Donc on part, et on ne parle pas du palladium, on parle du cuivre. Voilà. Donc on a une production existante, y compris compte tenu de nouveaux projets, qui, nous dit l'AIE, est partie pour décliner, mais notre demande, hors sobriété structurelle, va augmenter. Voilà. Le gaz, je pourrais prendre l'exemple du gaz. On a fait un travail sur le GNL, sur la sécurité des approvisionnements gaziers, alors qu'on avait lancé, je dois le souligner, avant la guerre, mais qu'on a évidemment
ajustée de la petite déconvenue. Du reste, je le dis en passant, hein, le Shift a pointé la difficulté que présentait notre surdépendance à M. Poutine dès sa création, au début des années 2000. On a publié là-dessus au moment de la Géorgie, en disant c'est peut-être pas très très malin d'avoir confié la sécurité de nos approvisionnements en énergie, et donc la capacité d'effectuer notre puissance économique à quelqu'un d'espiègle comme M. Poutine. Ouais, donc on a travaillé sur le gaz, et en fait, la conclusion, c'est que il va y avoir... c'est très difficile de se mettre dans une hypothèse où même si tous les projets envisagés par le Qatar, les États-Unis et d'autres d'export de GNL, il est très compliqué, voire il est impossible, de couvrir les besoins émergents en GNL, en gaz naturel liquéfié, par les capacités de production, de liquéfaction et d'export qui sont dans les tuyaux, même en tirant les hypothèses très haut. Et là, à nouveau, c'est un travail que j'ai confié à Olivier Reich, qui est sur le site du Shift et qui a été parrainé notamment par le ministère des Armées, RTE et le BRGM. La conclusion de ça, c'est que, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer hein, depuis l'hiver dernier, c'est que l'Europe assèche le marché mondial du GNL, ça a été dit par Philippe. La France est aujourd'hui le plus gros importateur de gaz de schiste américain, et je suppose que l'Allemagne est juste derrière. Ça fait, en conséquence, donc vous voyez, il n'y a pas de solution de continuité avec la problématique climatique. Ça fait que nos amis indiens, nos amis pakistanais, indonésiens ne peuvent pas s'approvisionner suffisamment en GNL pour sortir du charbon, pour remplacer dans leurs centrales électriques du charbon par du gaz naturel. Donc vous avez une composition, voilà, c'est ça, on navigue entre Charybde et Scylla. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. On a ce détroit, cette navigation dans une zone de sûreté dont les écueils sont probables. Ils ne sont pas identifiés tous, mais ils sont probables. Voilà. Donc bioénergie, aujourd'hui, on a le SGPE qui nous dit attention, il n'y a pas assez de volume de bioénergie pour répondre à tous les besoins exprimés, donc il va falloir hiérarchiser les usages. Nous, c'est ce qu'on appelle la sobriété structurelle, ou on pourrait appeler aussi ça une politique industrielle de la sobriété. Sur les métaux, j'ai donné l'exemple du cuivre, mais voilà, hein, on a parlé des capacités de production, on n'a pas parlé des capacités de raffinage. En fait, le raffinage des métaux, et voilà, c'est l'Arabie Saoudite à côté, ça sera tout petit la domination à côté de la Chine, qui raffine l'essentiel des minerais dans le monde aujourd'hui, des minerais essentiels de la transition énergétique. Et voilà, et d'un mot sur le diagnostic, qu'est-ce qu'on entend concrètement par sobriété structurelle ? Ça veut dire, pour prendre des choses très concrètes, sur la mobilité quotidienne, la capacité de chacun de nous à faire, grosso modo, 15 bornes, un peu moins, pour la moitié de la population, moins de 15 bornes par jour pour aller bosser, amener les gosses à l'école, etc. C'est la capacité à faire ça en utilisant autre chose qu'un SUV, tout seul dans un SUV, fût-il électrique. Parce qu'il n'y aura pas assez de cuivre pour faire les électroaimants et pour faire tout ça. Ça, c'est un aspect. Un autre aspect, bien le Shift vient de toper avec la Caisse nationale d'assurance maladie, parce que on offre à la Caisse nationale d'assurance maladie, comme le disent très bien Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz, un excellent moyen d'économiser des deniers publics en leur donnant un argument supplémentaire pour faire de la prévention. Voilà. La santé des populations, faire en sorte d'avoir des politiques publiques qui font en sorte que les gens s'alimentent mieux, font un peu plus d'exercice en moyenne, tiens, par hasard, en se déplaçant au quotidien quand c'est possible en vélo. Tout ça, c'est des trucs qui contribuent à faire qu'on a moins besoin de TWh à l'arrivée pour faire tourner les équipements hospitaliers en France. Vous voyez ? Donc il y a aussi des bonnes nouvelles pour nous dans cette histoire. On est confronté pour nous, d'un mot, à une évolution qui est inexorable, qui est contrainte. C'est une navigation dans le détroit de Messine, c'est une navigation entre Charybde et Scylla, clairement, qui engage la pérennité de la puissance nationale. Voilà, Madame Mourlon, elle n'est pas du tout sûre qu'on saura faire 600 TWh en 2035, mais pas du tout sûre, surtout si on fait des data centers pour faire tourner des vidéos de petits chats et autres. C'est ça aussi la sobriété structurelle, se dire, tiens, est-ce que nos usages débridés du numérique, on n'a pas un enjeu de sécurité nationale à les questionner, à tout le moins.
voilà. Et la dernière dimension qui n'est pas là, en fait, c'est un tétraèdre, c'est les gens. Et là, de ce point de vue-là, nous, notre analyse, c'est que la sobriété structurelle, elle va embarquer beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de bras que notre mode de fonctionnement actuel, qui est tributaire des esclaves énergétiques fournis par l'énergie abondante et pas chère, sous forme d'énergie carbonée et fossile. Voilà, pardon, j'étais un peu long, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ozano. Merci. C'est très important d'écouter, d'avoir cette vision qui est la vôtre. Donc maintenant, je vais appeler la troisième table ronde, qui s'appelle « Quelle transition ?», avec Michel Chevalet, qui nous a fait la gentillesse de venir, Michel Vieillefosse, qui est là, Bernard Casriel aussi, l'ingénieur général Luc Margottin, et donc on aura en visio Emmanuel H. Donc l'objectif de la table ronde numéro 3, c'est quelle transition ? L'objectif de cette table ronde est d'aborder l'avenir à travers les potentialités, les limites des énergies renouvelables ou alternatives. Ce matin, on a vu plutôt les fossiles. Cet après-midi, on va voir les alternatives et renouvelables, hydroélectriques, éolien, solaire, etc. En effet, la prise en compte de la problématique climatique a conduit certains pays à engager une transition rapide, alors que d'autres ne l'ont pas fait. C'est ce que Samuel nous disait ce matin. Voilà. Donc, les raisons de cette transition doivent être soigneusement analysées, d'autant plus qu'elles ont fait l'objet de décisions politiques importantes dans certains pays. Voilà, messieurs, je vous laisse la parole avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous, mais le plaisir est partagé. C'est un grand honneur d'être ici pour cette table qui, toujours en France, vous savez, sont des tables rondes. Vous voyez à peu près le résultat. Voilà. Bon, alors, notre propos va être, disons, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qui s'est dit. Beaucoup de choses se sont dites ce matin, mais simplement, on entre parodiant ce qu'a dit la ministre de l'énergie en disant « nous entrons dans une nouvelle ère avec un nouveau mode de consommation de l'énergie ». Donc on va essayer de prendre le recul et surtout de voir à l'échelon international. On ne va pas rester trop franco-français avec vous, mais après on va passer. Et donc j'ai besoin de vos lumières, de votre expérience, de votre culture. Tout d'abord, dans le domaine de la sécurité, parce qu'on a déjà abordé l'ingénieur général Luc Margottin, qui est chef de la division infrastructure et énergie opérationnelle à l'état-major des armées. Bienvenue, mon général. Bertrand Casriel, ex-directeur général de Lafarge. Mon ami, j'ai dit c'est un ami, vous allez voir pourquoi, Michel Vieillefosse, consultant dans le domaine de l'innovation, avec lequel j'ai eu le grand plaisir de travailler. Et vous voyez, il est dans l'énergie maintenant, mais c'est avec lui que j'ai fait mes premières émissions à TF1 lors des 2 vols spatiaux du côté russe, où il était le chef de projet, mais qui, vous verrez, a sorti un livre qui, sur le plan journalistique, m'a interpellé et va vous interpeller dans la mesure où il dit « Non, le changement climatique que l'on observe, qu'on appelle le réchauffement, le CO2 n'est pas vraiment le seul coupable, ce qui ravit mon ami le Flop Prigent et qui rebondira là-dessus, bien évidemment. Et puis Emmanuel Hoche, économiste, directeur de recherche à l'IRIS, qui est en liaison. Bonjour, vous êtes en vidéotransmission et je vais très rapidement vous passer la parole. Alors, tout d'abord, sur le plan de la sécurité, ça a été abordé par le général en ouverture, je ne vais pas revenir là-dessus. Disons que le phénomène même n'est pas nouveau. La Deuxième Guerre mondiale nous a montré que les Allemands, la Wehrmacht, faisaient la course au pétrole pour arriver les premiers sur la Caspienne à Bakou. Mais entre-temps, ils sont arrêtés à Stalingrad. Il y a eu l'OPEP et il y a eu un certain nombre de coups de semonce, mais qui étaient vite oubliés. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois que le baril affleurait les $100, il retombait à 15-20 $ et c'était vite oublié. J'ai participé moi-même sur la première crise de l'énergie au plan chasse au gaspille avec mon ami Poulit. Et vous vous souvenez bien, à partir du moment où le prix du baril
qui était passé à $100 et est retombé à $20, on a vite oublié les mesures d'économie d'énergie. Donc on est dans la transition, il va falloir décarboner, comme l'on dit, on va voir quelles sont les possibilités. Donc mon général, je vous passe la parole, vous venez ici voilà, pour nous exposer les enjeux stratégiques que cela représente. La guerre de l'Ukraine nous montre que c'est devenu quelque chose de très, très sensible. Oui, merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, bon, ça a été rappelé ce matin par Monsieur Le Floch-Prigent, ça a été rappelé par le général Durieux. On voit bien que l'énergie est un enjeu essentiel des conflits donc du XXe siècle et contemporain. Et effectivement, la guerre en Ukraine nous le montre au quotidien. On est dans un contexte stratégique, il faut le rappeler, qui se dégrade de jour en jour. On est dans un monde belliciste avec une compétition agressive et où finalement le rapport de force s'impose comme un mode de règlement des conflits au détriment de l'ordre international par le droit. On voit le réarmement qui se poursuit dans la majorité des puissances régionales et des grandes puissances, avec une volonté évidente d'utiliser la force. La guerre en Europe montre qu'on peut très bien aujourd'hui être soumis à une guerre qui nous sera imposée et à laquelle on ne pourra se soustraire. Jusqu'à récemment, on menait essentiellement des opérations contre le terrorisme militarisé, donc en Afrique, en Afghanistan, pour lequel on a toujours eu la supériorité stratégique et technologique, et je dirais dans des opérations qui n'ont jamais posé de problématiques énergétiques. J'appartiens au service de l'énergie opérationnelle, qui est chargé du soutien pétrolier des forces, et je dirais que quasiment jamais on a été confronté à des pénuries de carburant. Il y a eu des moments où ça a pu être tendu, mais globalement, jamais récemment, les opérations n'ont pu être empêchées pour des questions d'approvisionnement énergétique. On voit bien que dans un conflit de haute intensité, il n'en sera pas forcément de même, et nos chefs ont bien pris conscience de cette nécessité de s'intéresser plus précisément à l'énergie, qui plus est dans un contexte de transition énergétique qui a été largement évoqué ce matin. Et donc c'est la raison pour laquelle, donc en 2020, le ministère s'est doté d'une stratégie énergétique de défense, donc qui a été signée par la ministre de la Défense, Madame Parly, et qui, je dirais, vient organiser un petit peu au niveau du ministère la question de l'énergie, qui reposera globalement sur 4 piliers. Un pilier, stratégie et coopération internationale, qui repose sur la DGRIS. On en parlera probablement dans la table ronde suivante. Un pilier capacitaire qui repose sur la DGA, et un pilier énergie d'infrastructure qui repose sur le service d'infrastructure de la défense. Et enfin, le pilier énergie opérationnelle qui est porté par l'EMA, donc au sein de ma division. Alors, l'énergie opérationnelle, c'est quoi ? C'est l'énergie indispensable aux armées pour remplir leur contrat opérationnel et pour réaliser leur entraînement opérationnel. Alors, le ministère des Armées, la division a réfléchi sur ces enjeux, effectivement, de transition énergétique pour la partie opérationnelle. Et finalement, on est confronté, nous, à une difficulté, c'est que le principe, c'est qu'on approvisionne l'énergie au plus près des théâtres d'opération, et on doit être également capable, bien entendu, pour contribuer à la défense de notre territoire national. Et on voit bien que dans un enjeu de transition énergétique, on va être confronté à, probablement dans les 10-20 prochaines années, à de moindres ressources en hydrocarbures sur nos territoires nationaux ou en Europe, et des besoins qui vont continuer de pouvoir avoir une énergie disponible partout dans le monde. Voilà. Donc on a rédigé un document d'orientation énergétique donc à l'horizon de 20 ans, et il ressort de ce document que
l'approvisionnement en énergie va devenir de plus en plus difficile dans un monde en pleine compétition, on l'a vu. Et la transition énergétique que je viens d'évoquer va également nous poser une difficulté. Heureusement, je dirais qu'il y a un domaine dans lequel la transition énergétique va être beaucoup moins marquée, c'est le domaine de l'aéronautique. En effet, on se rend compte que les avions de ligne sur les moyens et longs courriers vont continuer d'utiliser du carburéacteur aviation parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'autres solutions. Airbus a travaillé sur un avion à hydrogène, mais on voit bien que ce n'est pas dans les 20-30 prochaines années qu'il verra le jour. Donc on a la garantie, je dirais, qu'on va avoir une ressource qui va continuer d'être disponible, qui est le carburéacteur aviation. Donc il pourra être soit d'origine fossile partout dans le monde, qui n'ont pas encore, dans tous les pays en voie de développement, qui n'ont pas abordé leur transition énergétique. Pour ce qui concerne la France et l'Europe, il pourra être, je dirais, disponible sous format de biocarburant ou de e-fuel. Ça a été un petit peu évoqué ce matin. Et cela va nous permettre d'avoir cette capacité à approvisionner nos forces partout dans le monde. Vous allez me dire, quid des navires et des matériels terrestres. S'agissant des navires, là encore, les solutions à venir de GNL, d'ammoniac ne sont pas satisfaisantes pour les navires de guerre, et on va continuer de travailler, d'utiliser des carburants, des gazoles de navigation partout dans le monde, ou des biocarburants éventuellement là où ils seront disponibles. S'agissant des équipements terrestres, ça a été évoqué ce matin par Noémie Rebière, l'OTAN a mis en place une politique de carburant unique qui veut qu'on approvisionne un seul carburant sur le champ de bataille, qui est le carburéacteur aviation. Donc nos matériels terrestres tactiques peuvent utiliser du carburant aviation, et donc c'est la raison pour laquelle on a la garantie, je dirais, de pouvoir faire approvisionner nos forces terre, air, mer avec le carburant aviation ou le gazole de navigation, qu'il soit d'origine fossile ou qu'il soit d'origine de synthèse. Voilà. À côté de ça, bien entendu, l'objectif est de réduire notre consommation. Alors c'est quelque chose qui est fait naturellement dans les forces depuis très longtemps. Les pilotes d'avion, les commandants de bâtiments navals ont toujours ce souci de limiter leur consommation pour pouvoir remplir leur mission et augmenter leur capacité d'action. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. La DGA continue de travailler sur ce domaine pour avoir des capacités, des plateformes qui consomment de moins en moins. Donc c'est un sujet qui continue d'être poursuivi. Une autre possibilité de réduire, je dirais, l'empreinte énergétique sur le champ de bataille, c'est le stationnement. Et on travaille sur ce sujet, notamment au travers d'un projet qui s'appelle EcoCamp, qui permet effectivement, dont l'objectif est d'arriver à avoir un camp qui sera autonome d'un point de vue énergétique au travers d'énergies renouvelables, de mise en place de systèmes de management de l'énergie pour mieux fonctionner, moins consommer et réduire par ce fait notre empreinte logistique et énergétique. Sur le territoire national, bien entendu, nous avons des actions dans le domaine de l'immobilier. Je parlais de l'énergie d'infrastructure. L'objectif est bien entendu de moins consommer dans nos infrastructures, et également le déploiement d'énergie verte, donc véhicules électriques, à partir du moment où c'est compatible avec nos missions pour les véhicules de gamme commerciale non opérationnelle. Merci, Bonjour. Juste, avant de passer la parole à Emmanuel Hoche, qui est en vidéotransmission, à notre point de vue, parodiant un peu, c'est mon rôle de journaliste, de dire, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas prêt de décarboner, hein, vous aurez toujours besoin de kérosène pour les avions, de gasoil pour les moteurs, on ne sait pas prêt. C'est ça. En fait, effectivement, alors je ne dis pas qu'on n'est pas prêt de décarboner, c'est qu'on a besoin d'une énergie disponible partout dans le monde. Aujourd'hui, pour des raisons de logistique, mais également pratiques, il n'existe pas d'autre énergie disponible que
que l'énergie liquide hydrocarbonée. Après, comme je l'ai dit, elle peut être soit d'origine fossile, soit d'origine bio, donc c'est les biocarburants. Et c'est cette utilisation qui va augmenter des biocarburants, et les armées ont déjà commencé à introduire, ont été les précurseurs en France pour utiliser des biocarburants pour l'aviation, elle va nous permettre de décarboner. Et deuxièmement, en prenant un peu le recul, en disant finalement, lorsque vous voulez mettre un pays à genoux, il faut démolir ses infrastructures énergétiques, quelles qu'elles soient. Pourquoi se casser la tête de faire des avions qui volent à Mach 3, des missiles hypersoniques? Il suffit de réduire à néant ces ressources énergétiques. Est-ce que vraiment, je crois que c'est le ministre, c'était le maire de Kiev, quand il y a eu les premières attaques sur les centrales électriques, et qui avait dit « c'est la guerre de l'énergie qui commence ». Est-ce que c'est vrai pour vous? Alors, oui, s'agissant de nos capacités opérationnelles, en aucun cas, elles ne devront être dégradées pour des questions énergétiques. Donc, effectivement, il faudra qu'on ait l'énergie dont on a besoin pour mener notre guerre. Nos combattants maintenant bourrés d'électronique, d'écrans, enfin, j'ai plus suivi ça. Avec comme vous dites, avec des... Quelle va être leur source d'énergie avec des systèmes d'armes qui sont de plus en plus énergivores, de plus en plus performants et de plus en plus énergivores. Donc oui, la consommation énergétique, elle a commencé à augmenter, elle va continuer d'augmenter, mais la capacité opérationnelle des armées ne pourra pas être remise en cause. En revanche, je le redis et j'insiste pour que tout le monde le comprenne bien, on a bien un souci de pouvoir décarboner à partir du moment où on peut le faire sans nuire à notre capacité opérationnelle. Parodiant tout cela, et après je vous passerai la parole à la fin, j'ai fait le salon Millipol, très intéressant, et donc le soldat du futur, on nous le présentait, c'était merveilleux, avec tout un tas d'écrans, de liaisons, de machins, et il avait les poches bourrées de batteries, bien évidemment. Et que j'ai posé la question aux gens en leur disant, enfin, dis donc, quand les batteries sont à plat et qu'il n'y a pas de source d'énergie, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de groupe électrogène. Alors là, on m'a dit, non, on est en train de leur mettre au point des petites cartouches d'hydrogène qu'ils vont avoir avec une petite pile à combustible et ils vont refabriquer leur courant. Voilà, c'est tout. Je dis oui, en théorie. Mais vous le militaire, en stratégie, vous dites, attention. Juste sur le point de l'hydrogène, juste sur l'hydrogène, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas prévu, il n'est pas à l'ordre du jour de réaliser des systèmes terrestres, aériens ou navals qui fonctionneront à partir d'hydrogène. En revanche, c'est un sujet que l'on étudie et qui peut avoir un intérêt, par exemple, pour des drones ou pour permettre, par exemple, à nos forces spéciales de disposer d'une ressource énergétique facilement portable. Donc l'hydrogène est un point qui est en train d'être étudié, et également pour le stockage de l'énergie, ça peut être également une solution intéressante. Mon rôle était d'avoir une réaction de vous. Vous l'avez bien compris. Allez, Manuel Hoche, là. Voilà, c'est très très gentil. Je rappelle, vous êtes économiste et vous m'avez interpellé parce qu'on vient de voir ce qui se passe dans le domaine de l'énergie, où, à mon avis, on en reviendra décarboner notre société à l'horizon 2050. Moi, ça me semble illusoire. Et vous dites, en plus, et vous êtes auteur d'un livre qui vient de sortir. Ce livre, c'est le nouvel or noir de demain, ce qui est les métaux rares. Voilà. Donc là, on se préoccupe de l'énergie, mais il faudrait peut-être se préoccuper aussi des métaux précieux. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, on vous écoute, mon cher. Vous m'entendez bien? Oui, on vous reçoit très bien, très bien. Ben, très bien. Alors, tout d'abord, c'est pas Emmanuel Hoche, c'est Emmanuel H. Alors, je ne suis pas de la famille de Lazare Hoche, célèbre général, mais tout simplement de la famille H. Alors, effectivement, dans ce dernier ouvrage là, qui s'appelle Métaux, le nouvel or noir, on a développé avec mon co-auteur cette question de la nouvelle dépendance aux métaux et notamment à tous les matériaux de la transition énergétique. Et j'ai suivi la présentation d'avant avec Mathieu Ozano, et Mathieu Ozano a dit quelque chose à mon sens, qui est assez fondamental sur ces questions de dépendance. Il a parlé du cuivre. Alors pourquoi? Parce que tout simplement,
généralement, on a une appellation qui s'appelle, on dit souvent les métaux de la transition énergétique. Et quand on parle de métaux de la transition énergétique, on a souvent l'impression qu'on va parler de cobalt, on va parler de lithium, on va parler de terres rares. Or, si vous suivez un tout petit peu tous les travaux qu'on a menés et que d'autres ont menés, d'ailleurs d'autres équipes de recherche ont mené sur la question, on s'aperçoit que les métaux qui vont être les plus stratégiques dans la transition bas carbone, ce n'est pas forcément les métaux électriques, mais c'est essentiellement les métaux non ferreux, c'est-à-dire ceux qu'on va utiliser tous les jours dans d'autres applications, et notamment le cuivre, l'aluminium à travers la bauxite, le nickel, voire le zinc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de métaux de la transition bas carbone, on va parler de tous les métaux quasiment qui vont être utilisés. On peut peut-être retirer notamment les métaux de type le plomb, tout simplement parce que un des usages principaux du plomb, c'est la batterie du véhicule thermique. Et bien évidemment, en substituant des véhicules thermiques par des voitures électriques, on va substituer une dépendance plutôt au plomb à une dépendance à d'autres métaux, notamment comme du nickel ou du cobalt. Alors, ça doit nous interpeller. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le monde se fragmente. Hein, et notamment, il y a un très très bon rapport du Fonds monétaire international qui est sorti en avril 2023 sur les restrictions aux matières premières. J'ai dit Fonds monétaire international, mais c'est l'OCDE, excusez-moi. Et dans ce rapport de l'OCDE sur les restrictions commerciales, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que plus on avance dans le temps depuis la dernière décennie, plus on va avoir des dépendances. Pourquoi? Parce qu'on a potentiellement de plus en plus de restrictions commerciales, et notamment de la part d'un acteur majeur sur les marchés de matières premières, c'est la Chine, à la fois en tant que producteur de certains minerais, mais également en termes de raffinage on va dire que la Chine ne raffine pas tous les métaux, mais sur le segment, par exemple, du véhicule électrifié, plus de 70% des métaux des batteries sont raffinés en Chine. Ça veut dire qu'on a un peu une double dépendance à la fois aux minerais et puis aux métaux. Alors, derrière tout ça, il y a la question, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à faire face à cette dépendance? Alors, on a des solutions hein, quand on est un pays consommateur. Déjà, l'une des principales solutions, et là je vais aller sous l'angle, on va dire, des relations internationales, c'est de faire ce qu'on appelle de la diplomatie minérale. Et cette diplomatie minérale en France, notamment, et en Europe, elle est d'ailleurs plus développée en France qu'en Europe, on s'aperçoit que depuis quelques mois, quelques années, on commence à aller faire de la diplomatie du minerai, hein, que ce soit en Australie, en Mongolie, au Kazakhstan, au Chili. C'est-à-dire que on va là où potentiellement on va avoir des minerais. Le problème derrière tout ça, c'est que ça soit la France ou l'Europe, on n'est pas tout seul. Et on ne vit pas tout seul dans ce monde, et notamment les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ont aussi leur propre diplomatie minérale. Et lorsque vous regardez un tout petit peu cette question des pays consommateurs, on a la sensation que, en fait, on ne sait pas exactement vers quel modèle on va tendre. Est-ce qu'on va tendre vers un modèle qui est plutôt coopératif ou vers un modèle qui est justement celui de la compétition, sachant que on peut avoir une compétition entre pays occidentaux face à la Chine, sachant que la Chine, elle a commencé sa diplomatie minérale il y a une vingtaine d'années. Donc, quelque part, on a déjà plus d'une vingtaine d'années de retard, notamment dans cette diplomatie minérale. Pour les pays producteurs, il y a une autre question qui est fondamentale à prendre en compte et qui est en lien avec les restrictions. Et c'est très marrant parce que vous avez parlé de l'OPEP tout à l'heure. Et on peut se poser la question de savoir si on ne va pas non plus assister à une nouvelle cartélisation des marchés de matières premières et notamment des métaux. Alors, on a des signaux faibles hein, pour voir cela. Novembre 2022, le ministre de l'Investissement de l'Indonésie a tout simplement parlé d'un cartel des matériaux des batteries. Quelques années plus tôt, on se posait la question notamment d'un cartel régional sur le lithium entre la Bolivie, le Chili et l'Argentine. Donc, quelque part, on a ce mouvement un tout petit peu global de cartélisation qui potentiellement pourrait se mettre en place, tout en sachant que la cartélisation aussi a des vertus en termes de stabilisation des prix. Donc, ce sont des questions notamment qu'on peut avoir au niveau international. Après,
si je me mets plus au niveau de l'action publique, on a beaucoup de politiques à notre disposition. Hein. On a notamment les politiques de mobilité soutenable, et là je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Mathieu Ozano. Hein. Mobilité soutenable, c'est-à-dire que si la transition bas carbone, c'est de passer je suis tout seul dans ma voiture thermique à je suis tout seul dans ma voiture électrique, je pense qu'on aura raté quelque chose. Mobilité soutenable, ça veut dire plus de transport public, bien évidemment, et donc moins d'appels aux métaux. On a toute la question du recyclage qui doit être envisagé, même si le recyclage n'est absolument pas la panacée des politiques publiques, parce qu'il y a des contraintes d'immobilisation notamment qui sont très importantes. Il y a toute la question des stocks de matériaux critiques, vieille idée qui date, on va dire, de l'avant Deuxième Guerre mondiale pour de nombreux pays, et notamment aux États-Unis, et cette idée des stocks revient. Et je vais finir mon propos en disant tout simplement qu'en France, on a créé un observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles, l'OFREMI. Et cette OFREMI, elle prend à cœur cette question et elle essaie justement à la fois d'informer et de préparer. On fait de l'évaluation des risques, on prépare l'État et toutes ses composantes et également toutes les entreprises à ce risque matière première qui va véritablement nous engager dans les années qui viennent, parce que tout simplement, si vous avez une problématique minérale, notamment économique, la mine, il y a un temps minier derrière tout ça. On construit pas une mine comme on construit comment dire, une toute petite usine. On a des problèmes d'acceptation. Et donc, le temps minier, c'est pas le temps de la transition. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement, on va réouvrir des mines en France. Et ça, ce sont des débats qui vont s'ouvrir dans les mois qui viennent. Voilà, j'en ai fini pour mon propos. Et si vous avez des questions ou des remarques, je suis tout à fait preneur. Merci. Ok, vous restez en ligne. Juste deux petites remarques. La première, c'était Ron Poulain qui avait ça, je crois que c'est à La Rochelle. Il y avait un centre des métaux rares, je crois, voilà, et qui a fermé, je crois. Pourquoi? Et il y avait une usine, dans les années 80, Ron Poulenc, avec son usine près de La Rochelle, détenait en gros 50% des parts de marché du raffinage des terres rares. Voilà, oui, puis ça a fermé. Bon. Et la deuxième, comme on parle de la guerre du pétrole, on parle de la guerre de l'énergie, est-ce qu'on va voir la guerre, enfin, entre guillemets, des terres rares, du chrome, du vanadium, du manganèse, du cobalt, enfin le lithium actuellement? Est-ce que c'est une hypothèse d'affrontement géopolitique? Oui, mais il y a forcément une compétition. Moi, je dis généralement, et c'est un peu ce qu'on a développé dans le livre, c'est on entre dans le siècle des métaux, un nouveau siècle des métaux. C'est pour ça qu'on dit que c'est le nouvel or noir, parce que quelque part, le lithium, c'est l'or blanc, le cuivre, c'est l'or rouge. Donc, on va véritablement dans un siècle des métaux avec de la compétition, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas tout seuls à faire cette transition bas carbone. Ok, merci pour ces précisions. Vous restez à l'écoute ou vous rentrez l'antenne? Bon, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Alors, je vais passer la parole à Bertrand Castriel, qui était l'ancien directeur de la FAGE. Vous savez bien de quoi vous parlez, en me disant, voilà, finalement, quand on regarde bien les choses, on va développer les énergies dites renouvelables, on y reviendra, mais le produit final reste toujours dans notre société, et plus que jamais l'électricité. Si vous avez panneaux solaires, vous faites de l'électricité. Si vous faites des éoliennes, vous fabriquez de l'électricité. Si vous faites de l'hydrogène, c'est très compliqué, on y reviendra. C'est pas le nirvana. Et vous voyez sous le capot des voitures, il y a une pile à combustible, un truc, c'est une usine à gaz, mais on fabrique encore de l'électricité. Donc, est-ce que notre avenir passe par notre dépendance énergétique, passe par l'électricité, à condition de faire face à la demande, si je comprends bien, va doubler, je crois, dans les 20 ou 40 prochaines années. Oui, d'abord, je vais pas l'électricité, effectivement, mais pour deux raisons. La première, c'est qu'on a entendu ce matin que dans les schémas de décarbonation, l'électricité passait de 25% de toutes nos énergies à 55%, donc ça sera encore bien plus qu'aujourd'hui le sang du pays et le sang de l'économie du pays. Puis la deuxième, c'est que probablement c'est la seule énergie pour laquelle nous ayons en main un bon nombre de leviers de souveraineté qu'on peut utiliser dans tous les cas, alors que sur le fossile, on n'en a pas beaucoup. Alors, je vais renfoncer les portes ouvertes d'abord, mais pour rappeler que ce n'est pas une énergie comme les autres.
Elle ne se stocke pas, on l'a entendu ce matin, alors que je vous rappelle qu'on dort tranquille parce qu'on nous a redit que nos stocks de gaz pour l'hiver étaient pleins à 97%, qu'on sait qu'on a des stocks stratégiques de carburant pour le cas où il y a un accident, etc. Mais il n'y a pas de stock stratégique d'électricité possible, en tous les cas, à horizon de technologie prévisible. Et donc, il faut qu'à tout moment, production égale consommation. La deuxième chose, c'est qu'elle ne se transporte pas si facilement que ça, il faut des lignes à haute tension. Mais la troisième chose qui me paraît la plus grosse différence avec les autres énergies, c'est qu'il n'y a pas d'autres producteurs. En d'autres termes, il n'y a pas de producteurs structurels tiers sur lesquels on puisse compter pour les 30 années qui viennent. Il n'y a pas de pays qui ait défini sa stratégie comme étant « je vais investir massivement en électricité pour être structurellement exploitateur ». Ça n'existe pas. La France l'a été par accident, tant mieux. Mais d'ailleurs, quand on regarde nos plans futurs, on ne se dit pas je vais être le grand exportateur européen. Donc il n'y a pas de pays tiers qui puisse nous répondre structurellement à nos besoins. C'est sûrement pas l'Allemagne qui, avec son Energiewende, est en train de se planter, on en parlera peut-être tout à l'heure, de façon impressionnante et qui est une bonne illustration peut-être de ce qu'il faudrait qu'on ne fasse pas. C'est sûrement pas l'Italie qui est déficitaire en électricité depuis longtemps et qui mettra du temps et puis on peut faire la liste comme ça. Donc il n'y a pas de fournisseur tiers là-dedans. En d'autres termes, et en termes simples, si on veut être sûr de l'approvisionnement énergétique en électricité, il faut qu'on la produise nous-mêmes. On entend beaucoup parler des marchés européens, on entend beaucoup parler des lignes transfrontalières qu'on veut renforcer. Elles ont leur utilité, mais c'est surtout une utilité d'optimisation à tout moment du courrier. C'est-à-dire que si effectivement, à un moment, il est moins cher que j'importe plutôt que de produire moi-même, je le fais. Si à un autre moment, j'ai l'occasion d'exporter, je peux le faire, je le fais. Mais ce n'est pas un outil, à mon humble avis, structurel sur lequel on puisse se dire c'est là-dessus qu'on construit la sécurité d'approvisionnement électrique du pays. Et pour un industriel, c'est particulièrement important, parce qu'il n'y a rien de pire pour un industriel. Il n'aime déjà pas l'électricité non compétitive en coût, mais alors ne plus en avoir du tout, c'est rédhibitoire, il va ailleurs. Alors c'est le deuxième sujet sur la sécurité d'approvisionnement électrique, c'est est-ce qu'on en aura assez? Alors on a entendu ce matin notre représentant du ministère nous dire que tous les schémas actuellement sont dérivés pour l'énergie de la SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone, c'est ça, qui est une projection donc à horizon de 2050 de ce que serait la consommation de toutes nos énergies. La production de la SNBC sur laquelle on travaille pour le moment, elle prévoit qu'entre maintenant et 2050, la consommation de toutes nos énergies va baisser de 40%. Alors, pour avoir des ordres de grandeur, 40%, ça nous ramène à peu près à 1970, avec 15 millions de Français en plus, une économie en volume qui est à peu près 4 fois plus grosse. Donc c'est dire l'effort que ça suppose, en sachant qu'en gros jusqu'à 2004-2005, on a toujours eu une consommation toutes énergies qui a cru, pas beaucoup, d'1% par an, ce qui faisait qu'il y avait déjà des efforts de sobriété ou d'économie, qu'on a légèrement décru jusqu'à maintenant, à peu près 1% par an, mais qu'on a décru avec 2 crises financières, une crise Covid et une guerre en Ukraine. Donc la trajectoire qu'on suit dans la SNBC est extrêmement ambitieuse. D'ailleurs, dans les documents qui sont publiés, il est bien dit que ce sont des ambitions très élevées, qu'on est au sommet de ce que des pays comparables envisagent de faire. Alors, à l'intérieur de cette baisse de 40%, l'électricité donc augmenterait sa part et elle passerait de 25 à 55%. Et donc l'arithmétique fait que ça amène en fait à une augmentation de la production électrique française qui serait d'à peu près 40% entre maintenant et 2050. Même chose, pour avoir des comparaisons, l'Allemagne dit qu'elle doublera à peu près ses besoins entre maintenant et 2050, et l'Angleterre dit entre 70 et 80%. Donc moi, j'ai été un pauvre industriel, aujourd'hui à la retraite, je n'ai pas la capacité de dire on n'y arrivera pas. La seule chose que je me dis, c'est quel est le plan B? C'est-à-dire, si on n'y arrive pas, malgré tous les efforts, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut dire, si on a besoin de plus de gaz qu'on l'envisageait, on le payera sûrement plus cher, surtout si c'est raréfié entre-temps, mais à condition de battre les autres sur le prix, on le payera plus cher, mais on en aura. Si on s'est trompé sur le pétrole, encore, on payera plus cher aussi, mais on en aura. Si on s'est trompé sur l'électricité, on n'en aura plus, on s'arrêtera. Et on s'arrêtera. Et alors, ça, c'est déjà une chose ennuyeuse. La deuxième chose qui est ennuyeuse, c'est que les délais, on le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe, les délais de remise à niveau, d'augmentation d'un dispositif électrique complet, et on ne parle pas, dans mon interrogation, on ne parle pas de manquer pendant la fin de l'hiver d'un peu d'électricité, on parle d'un manque structurel construit d'électricité. Il faut à peu près 20 ans
pour changer fortement la capacité de nos dispositifs électriques. C'est ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on nous raconte à juste titre sur les centrales nucléaires. 20 ans, c'est demain. En d'autres termes, si dans les décisions qui vont se prendre à partir de maintenant, mais dans les toutes prochaines années, sur notre capacité d'électricité en 2050, sont structurelles pour notre futur. Si on se trompe, c'est-à-dire si on a simplement notre plan actuel extrêmement ambitieux sans plan B, je ne sais pas mettre des probabilités, mais les chances que nous éclairions à la bougie pendant l'hiver ne sont pas négligeables, et les chances qu'on garde une industrie tout court, je ne parle pas d'une industrie compétitive, sont presque nulles. Parce que les industriels, dont le travail a priori est de regarder à moyen et long terme, ne reprendront pas le pari que ça va passer s'ils voient que nous ne sommes pas sur la trajectoire d'économie d'énergie prévue, et ils partiront avant. Voilà. Donc mes deux soucis, c'est l'électricité. Si ça devient le centre de la France, très bien. Il faut qu'on soit autosuffisant en production et que les réseaux internationaux ne soient que de l'optimisation. Et deuxième chose, il faut absolument que nous ayons par sécurité une surcapacité de production électrique prévue, quitte à la résorber dans le temps, sachant que le propre des équipements électriques, c'est qu'ils vieillissent, et que si par hasard on a en 2050 une grosse surcapacité, on ne renouvellera pas les équipements qui vieillissent et on trouvera nos besoins. Et donc, si j'ai bien compris, votre plan B, il faut un plan B tout de même quand on dirige un pays. Si vous voulez, quand on a un plan aussi tendu. On met le paquet. Ok, j'ai bien compris sur le nucléaire, on relance le nucléaire. Je vous poserai d'ailleurs une question pour les pays en voie de développement. Il y a un salon d'énergie nucléaire qui démarre demain à Paris, très important. Vous dites, les énergies dites renouvelables sont bien renouvelables, mais elles sont intermittentes, parce qu'on est tributaire, on y viendra avec Michel Vieillefausse, du vent, du soleil. Et donc j'ai besoin toujours d'une source d'énergie si le nucléaire ne satisfait pas la demande pour différentes raisons. Je vais me tourner vers quoi? Eh bien, vous dites, on va mettre des turbines à gaz, c'est ça. Et donc, je vais reconsommer du fossile. C'est ça votre plan B. Moi, j'étais sur voilà. La production totale. Alors, si vous voulez, si on vient à la part du renouvelable dans la production électrique et qu'on revient en plus sur ce qui est sécurité, bon, le renouvelable, pour les Français, c'est un mélange d'hydraulique qui est renouvelable, effectivement, et qui a toutes les vertus, il est pilotable, etc., d'un peu de biomasse, à condition qu'on ne remplace pas du maïs qu'on peut exporter et du blé qu'on peut exporter par du carburant pour mettre dans nos voitures, ce qui est un arbitrage. Donc il n'y en a pas beaucoup de biomasse, mais on a surtout en tête éolien et solaire. Alors du point de vue de tout simplement la production fiable d'électricité, c'est-à-dire qu'on l'est quand on en a besoin et pas quand il y a le vent qui souffle, quand le soleil brille, ce qui est le défaut principal de ces deux énergies, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas capables de nous offrir techniquement, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, une puissance garantie. Une puissance garantie étant une puissance qui livre l'électricité qu'elle est censée livrer quand on lui demande. Et donc, ce qui veut, c'est malheureusement, c'est techniquement assez évident. Et toutes les statistiques, on a comme des statistiques de vent à peu près dans tous les points de la France, au pas de la demi-heure sur les 20 dernières années. On a des statistiques d'ensoleillement aussi sur à peu près tous les coins de la France et d'Europe au pas de la demi-heure sur les 20 dernières années. Et malheureusement, il se vérifie que le plus souvent, l'éolien produit quand on n'en a pas besoin et que le solaire encore plus produit quand on n'en a pas besoin. Alors, on en a besoin beaucoup en hiver pendant les pointes de consommation. Et il se trouve qu'en hiver, pendant les pointes de consommation, quand il fait très froid, l'éolien produit très peu. On a vérifié il y a un travail intéressant d'analyse qui a été fait sur la réalité française, pas un truc théorique, des 3 ou 4 dernières années de pointe. Et l'éolien n'a jamais contribué pendant ces pointes à plus du quart de sa puissance nominale installée. D'accord ? C'est-à-dire presque rien. Et le solaire, il produit surtout l'été. Le solaire, il produit 10% de sa production annuelle l'hiver. D'accord. Pardon. On va en parler avec Michel. On va en parler avec donc j'étais dans la sécurité. Finissez vite. Voilà. Très bien, merci. On va en parler avec Michel Vieillefausse. Je disais, vous êtes un spécialiste du rayonnement. C'était votre profession de foi. C'est comme ça que je vous ai connu en tant que journaliste. Et puis après, du spatial. Évidemment, vous connaissez bien ça. Voilà. Et puis, vous avez fait un livre, on va y revenir, qui est très intéressant sur les origines de notre réchauffement, qui ne va pas dans le sens de ce que dit le GIEC. Voilà.
c'est journalistiquement parlant, je vous le dis. Voilà, je vais revenir. On essaie d'élargir les choses. Bon, on connaît la situation un peu de la France, un peu plus de l'Europe. Chaque pays a sa stratégie, évidemment, en fonction de ses ressources, en fonction de sa tradition, en fonction de la pression politique, etc. Ce que fait l'Allemagne, c'est pas valable pour la France. Ce que fait l'Angleterre, ça colle mal avec la France, les États-Unis, la Chine et l'Inde n'ont pas besoin de nous pour décarboner, etc. Quelle est la réponse pour vous? Parce que ce qui concerne, c'est la planète. On dit on va décarboner. Oui, d'accord. Enfin, si les autres ne décarbonent pas, nous, on représente 1%, c'est pas la peine de s'embêter la vie avec des restrictions de circulation, de limitation. De vous à moi, Michel, faut être sérieux. Hein. Moi, je ne nomme personne, hein, suivez mon regard. Voilà. Sur le plan international, par exemple, les pays en voie de développement, vous êtes patron, qu'est-ce que vous leur dites, les gars? Bon, voilà. Bon, alors tout à fait, on l'a dit ce matin, fermer une centrale à charbon par an en Europe, si la Chine et l'Inde en inaugurent 2 par semaine, ben, c'est pas la peine, on perd notre temps. Alors, on voit bien qu'il faut sortir du cadre. Il faut complètement sortir du cadre, on s'en sort pas. Et on est obligé de revenir aux origines, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut supprimer les énergies fossiles? Alors on nous dit c'est parce qu'il y a le réchauffement de la planète. Alors effectivement, autrefois, le CO2 était un gros contributeur au réchauffement de la planète. Quand vous prenez les chiffres aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il n'est plus que le 3e contributeur. C'est plus lui qui réchauffe la planète. Qui réchauffe la planète aujourd'hui? C'est la déforestation en Amazonie, donc qui est le premier contributeur au réchauffement de la planète. Et puis le 2e contributeur, c'est la bétonisation de nos cités, en France, en Europe, en Chine et dans l'Est américain. Alors c'est tellement vrai, vous prenez le CO2, il se répartit uniformément sur toute la planète, il augmente la température de 0,3 degrés, et puis on a globalement une planète qui augmente de 0,7 degrés, 0,9 degrés. Puis vous prenez les pays que je viens de citer, vous prenez la France, elle est à 1,6. Alors on est le pays qui émet le moins de CO2, et on est un des pays qui a le réchauffement le plus fort. Il n'y a que la Chine qui nous bat, qui est à 2 degrés. Alors il faut se poser des questions. Pourquoi on a un réchauffement aussi fort? Et la réponse, elle est parce qu'on bétonne comme des malades. On est le pays d'Europe qui a le plus artificialisé nos sols. Hein. On a artificialisé entre 5 et 9% de nos sols. C'est énorme. On met du béton partout, on envoie l'eau à la mer. Donc il n'y a plus de refroidissement. Et ça, vous le voyez très bien. Quand il pleut, qu'il y a un orage, il pleut sur la ville. Il pleut sur la campagne à côté, vous allez 1 heure après, il fait 10 degrés de moins dans la campagne, et dans la ville, il fait toujours aussi chaud, parce que toute l'eau est partie à la mer, elle n'a pas pu s'évaporer. Et je voudrais quand même, on ne parle plus de physique ni rien, mais de l'eau qui s'évapore, c'est quand même 250 kilojoules par kilo qui s'évapore et qui refroidit la planète. Donc, il faut peut-être d'abord intervenir là-dessus. Et moi, je dis le plan B, c'est d'abord... Il y a un réchauffement. Il y a un réchauffement. Il y a, tout à fait. Moi, je prends les mesures. Je suis un homme de mesure. Je regarde les mesures et je ne discute pas les mesures. Donc, il y a un réchauffement. Si on veut supprimer ce réchauffement, il faut arrêter de bétonner et il faut remettre que la pluie puisse rentrer dans le sol et puisse s'évaporer après. Et à ce moment-là, on refroidira correctement. C'est la modification du cycle de l'eau, je traduis journalistiquement parlant. Tout à fait. Qui entraîne justement ces anomalies dans la circulation atmosphérique et l'élévation de la température, c'est ça? Complètement, oui, c'est exactement ça. Et alors, moi je suis quand même assez optimiste parce que je vois qu'il y a des villes qui commencent à comprendre le problème. Et il y a des banlieues autour de Paris, il y a Neuilly, à Clamart, tout ça, qui font des trucs très intelligents, où on voit l'eau qui rentre dans le sol, qui ressort et tout. Donc je suis assez optimiste, mais je pense qu'il faudra une dizaine d'années pour arriver à convaincre les gens que c'est ça qu'il faut faire. Et alors il y a le problème des zones industrielles là, qui me font hurler. Je passais hier à Orléans, quand vous voyez la zone industrielle autour d'Orléans, c'est bétonné de bout en bout, et en plus pour rajouter un petit peu de chaleur, on met des tôles ondulées partout. Alors il n'y a que les plus anciens qui ont vu le pont de la rivière Kwai, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le pont de la rivière Kwai, David Niven, il y a un soldat britannique qui demande à David Niven... Non, David Niven qui dit c'est ça leur prison, parce que leur prison c'est une cage à poules avec une tôle ondulée. Et l'autre lui répond, tu verras tout à l'heure, dans 1 heure, il fera 50 degrés.
Et effectivement, une tôle ondulée, ça accumule la chaleur et tout. Donc on a le problème aussi sur la planète de tous ces bidonvilles qui accumulent la chaleur. Alors c'est tellement vrai que quand il y a eu les très fortes chaleurs en Inde, moi j'avais regardé les images infrarouges sur toute l'Inde, et on voyait très très bien, à 23 heures le soir, il faisait 50 degrés à New Delhi, il faisait 15 degrés dans les campagnes. Et donc on voit bien le rôle que joue l'évaporation, et que si on bloque cette évaporation, c'est beaucoup. Donc là, il y a vraiment une action à prendre. Je suis assez optimiste. Je pense que d'ici 10 ans, on aura réglé le problème, et donc on aura considérablement diminué la température en France et dans d'autres pays. Alors le deuxième problème, c'est la déforestation tropicale, et en particulier en Amazonie, où là on est en train de transformer l'Amazonie en Sahara. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais si vous transformez l'Amazonie en Sahara, vous voyez qu'il va faire tout de suite beaucoup plus chaud. Et là, ça va être plus long, mais je pense que d'ici une dizaine d'années, on va y arriver. On va y arriver, on va convaincre, et puis l'Argentine va faire comprendre au Brésil que les conneries, ça suffit, parce que c'est eux qui subissent les conséquences. L'Amazonie augmente en température un petit peu, mais c'est surtout l'Argentine où il se met à faire 40 degrés, c'est eux qui se ramassent le réchauffement. Donc là, bon, on est dans une école militaire, mais vous pouvez vous préparer à ce qu'il y ait un conflit tendu entre l'Argentine et le Brésil dans les années qui viennent. Rapidement, Michel, parce que le temps passe. Alors je vais revenir peut-être à l'énergie. C'est passionnant, oui. Je vais revenir à l'énergie. Oui. Donc pour moi, aujourd'hui, les énergies renouvelables ne sont pas matures. Il faut appeler un chat, c'est pas mature et tout ça. Il n'y a que 2 transitions qui ont grâce à mes yeux. La première, c'est l'isolation des bâtiments. Ça, on sait faire, on peut le faire, mais c'est là-dessus qu'il faut mettre la priorité. On sait faire. Donc il n'y a pas de problème. La deuxième, c'est les pompes à chaleur. Une pompe à chaleur, ça consomme beaucoup moins que les chaudières classiques. Et là aussi, il faut mettre la priorité là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut mettre la priorité. Les énergies renouvelables ne sont pas matures, dont acte, il faut travailler là-dessus. On mettra des années et des années avant d'y arriver. Mais ce n'est pas la peine de faire croire aux gens qu'on va pouvoir faire cette transition qu'on ne pourra jamais faire. Bon, oui. Voilà, donc il y a un plan d'action parfaitement clair. Non, mais ça remet les pendules à l'heure. Moi, je dis il y a un plan d'action parfaitement clair. Le plan d'action, 1, c'est on arrête de bétonner les villes. 2, on arrête d'importer du soja brésilien, 60 000 tonnes toutes les semaines à Saint-Nazaire. Donc si les Brésiliens ne veulent pas comprendre qu'il faut arrêter de déforester l'Amazonie, on n'achète plus de soja, et puis ils comprendront. Et puis 3, on met le paquet sur les isolations et les pompes à chaleur. Et puis voilà, le plan, il est écrit. Non, mais est-ce que la question s'adresse également à Manuel Hoche et à vous, Bertrand Cassel? C'est très français, ça. Quand il y a un problème à résoudre, soit on fait une commission, c'est classique, ça, vous connaissez le système, soit on va trouver le produit miracle. Alors, on a sorti la pompe à chaleur. Je vous signale qu'en 1973, il y a eu un plan pompe à chaleur qui a été une faillite en France parce que les machines n'étaient pas fiables, mais on n'avait pas l'expérience. Alors maintenant, c'est le tout pompe à chaleur. À mon avis, c'est une bêtise, une sonnerie saisonnique. Voilà. C'est un domaine, c'est valable. Il y a les lois il y a M. Carnot qui est derrière. Il ne faut pas systématiser. Alors on vous sort du chapeau l'hydrogène. Ah, c'est le produit miracle. Oui, c'est très intéressant. On connaît l'hydrogène. Vous étiez dans le spatial. Non, mais moi, je viens du spatial. C'est assez compliqué. Je peux vous dire que l'hydrogène, si on peut éviter, c'est mieux. Et il y a un type qui a extrêmement bien réagi, c'est Elon Musk. Quand il est arrivé dans le spatial, il a dit « L'hydrogène, les gars, vous oubliez, on n'en fait pas ». Il y a des fuites partout. Alors, l'idée que vous pouvez mettre une voiture à hydrogène dans le garage d'une maison particulière avec un gars qui va laisser sa voiture pendant 5 ans et qui ne s'occupe pas des fuites et tout ça, ben, oubliez. Puis je ne vous fais pas un dessin non plus, quand il y a 2 voitures à hydrogène qui se tamponnent, qu'est-ce qui se passe, quoi? Elon Musk l'a bien compris, sa fusée marche au gaz naturel, j'oserais dire, au méthane, au méthane oxygène liquide, et surtout pas comme nous Ariane, qui était très performant. Mais c'était la solution la plus compliquée et la plus chère. Et la preuve, c'est que face aux événements, comme les Américains avec la navette, ils ont fait une usine à gaz, une merveille technologique, la navette, mais un coût 2 milliards chaque lancement, 2 milliards de dollars chaque lancement de navette. Alors que Elon Musk a dit, attendez les gars, vous allez voir, moi je vais vous diviser le prix par 3, par 4, etc. C'est-à-dire que nous, on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est ce que vous dites tout le temps. L'hydrogène, c'est pour les professionnels, c'est pas fait pour les particuliers. Et je dis, pourquoi on est en train de s'embêter
nous, les Occidentaux, avec le réchauffement climatique, puisque vous, si j'ai bien compris, et je vais vous taquiner, finalement, le gaz carbonique, on s'en fout, ça ne joue pas dans le réchauffement, quoi. Je traduis un peu. Si on supprime la déforestation en Amazonie, et puis si on supprime la bétonisation chez nous, si on supprime la bétonisation en France, on revient à 1 degré en moins, c'est-à-dire 4 degrés en moins l'été. Donc, c'est bien beau d'aller donner des leçons aux autres pays et tout ça, mais peut-être qu'il faudrait commencer à regarder ce qui se passe chez nous et qu'on agisse chez nous. Et on a plus de chances d'y arriver. Emmanuel Hoche, là, vous êtes toujours en ligne, mon cher. Là. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de nous dire Michel Vieillefosse? C'est toujours H, mais ça, c'est pas grave, c'est accessoire. Alors, bon, moi, comment dire, sur les options technologiques, on a, je pense, toutes les options technologiques pour décarboner. Après, moi, je ne vais pas vous dire que l'hydrogène, ça n'a pas de potentiel, étant donné que je lance un projet qui s'appelle Géopolitique de l'hydrogène, dans lequel on va étudier notamment toutes les stratégies d'acteurs sur le sujet. Donc, à mon sens, c'est fondamental. Après, les premiers travaux qu'on a menés sur l'hydrogène, les principales utilisations de l'hydrogène, ça va être notamment la décarbonation de l'industrie. Donc, effectivement, c'est plutôt des usages professionnels. Ça va être peut-être sur le routier. Et ça va être surtout, en fait, pour notamment tout ce qui est stockage d'électricité. Donc, après on a des options. Après, c'est pas parce qu'on fait uniquement 1% des gaz à effet de serre que ce n'est pas important de décarboner. Tout simplement parce que si tous les pays qui font 1% de gaz à effet de serre se disent la même chose, en fait, il y a une vingtaine de pays qui doivent faire 1% des gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'on ne fait strictement rien. Donc là, moi, je suis absolument contre ce type de discours qui est de dire, nous, on fait peu, parce que déjà, si vous ne comptez pas que les émissions du territoire, mais l'empreinte carbone, vous allez déjà doubler. Donc c'est absolument faux, et ça voudrait dire qu'en gros, nous, on n'a rien à faire. Après, ce qui est important de voir, c'est d'utiliser les options technologiques qui sont à notre portée. Et après, encore une fois, et moi je dis la même chose en fait sur la question des matériaux, réfléchissons d'abord à notre demande et à notre manière de surconsommer. Une fois qu'on aura défini une norme du suffisant, comme dit André Gorz, eh bien, on pourra effectivement se poser la question de réduire nos usages et de spécifier les usages. Et notamment, moi, je suis plutôt pour un usage un petit peu restrictif de certaines technologies. Il y a des technologies qui sont utiles pour la défense, pour le médical, et qui, pour nous, sont de simples gadgets. On est dans une ère des limites, et donc, à mon sens, il faut réfléchir à nos consommations avant tout. Voilà. Bertrand, une réaction. Pardon. Non, sinon je prends le micro. Non, mais moi, je me balade toujours. Voilà. Oui, pas de problème. Pas de problème. Oui, Bertrand. Je m'appelle toujours Bernard, mais c'est pas grave du tout. On a ça en commun. Moi, j'ai peur que ce qui ressort finalement de certains de ces propos, ça soit un affreux conservatisme qui dit qu'il ne faut rien faire. C'est pas ça du tout. Il est évident que si on peut baisser la consommation de fossiles, non seulement ça réduira le CO2, mais ça réduira la facture énergétique de la France et ça améliorera la balance des paiements. La question, c'est de le faire, c'est comment le faire. Et le faire, c'est à la fois de la volonté et des solutions technologiques. C'est pas du miracle. Et malheureusement, toutes les fois que l'idéologie a voulu remplacer la technologie elle a fini par avoir raison. C'est triste, mais c'est comme ça. Et si on prend deux exemples moi, qui me frappent, le premier, c'est l'hydrogène. Alors, je ne sais pas à quoi servira l'hydrogène, mais en tous les cas, je sais qu'aujourd'hui, faire des prévisions d'ici 2050 en disant l'hydrogène fera tel pourcent de notre énergie, ça repose sur le fait que on vient d'inaugurer la semaine dernière la plus grande usine de production d'hydrogène vert en Europe. Elle va produire, si tout va bien, 3000 tonnes par an. Les besoins simplement industriels français, donc ceux qu'il faut remplacer en premier, puisqu'ils sont faits en craquant du méthane et en dégageant beaucoup de CO2, les besoins industriels français, c'est 1 million de tonnes. Les besoins industriels allemands qu'il faut aussi remplacer en premier, c'est 3 millions de tonnes. Donc, quand je vois qu'on se demande combien d'hydrogène on va pouvoir mettre dans les camions en 2035, c'est une plaisanterie. Il faut poursuivre la recherche sur l'hydrogène, il faut se rendre compte qu'on est sur une échelle de temps qui ne permet pas de dire aujourd'hui je vais parier là-dessus sur des volumes. Je vais travailler dessus, je vais faire des progrès technologiques, et puis je verrai où j'arrive en termes de coûts, je verrai où j'arrive en termes de logistique, je verrai où j'arrive en termes d'usage, et j'en ferai de meilleurs usages. Donc il faut
encore une fois, travailler, progresser, financer les projets de recherche et de développement, mais pas faire des plans sur la comète. Moi, l'autre chose qui me frappe aussi, si vous voulez, c'est que nous avons j'ai commencé tout à l'heure, je me suis laissé emporter par mon élan, mais sur les énergies renouvelables intermittentes, on a sous les yeux un contre-exemple allemand qui montre que l'échec des énergies renouvelables intermittentes seules, offrant de la puissance garantie, est prouvé. On sait que ça ne marche pas. La preuve que ça ne marche pas, c'est que les Allemands, qui sont le modèle d'énergie renouvelable intermittente suivi par Bruxelles, viennent d'annoncer début août la construction de 23 gigawatts de centrales thermiques, vous avez bien entendu, thermiques. 23 gigawatts, c'est 15 EPR2 pour avoir l'ordre de grandeur, d'ici 2030. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle fonctionnera à l'hydrogène. La mauvaise nouvelle, c'est comme on n'en a pas, entre-temps, il fonctionnera à gaz naturel. Donc on a sous les yeux un modèle qui est le plus avancé en Europe d'utilisation d'énergie renouvelable intermittente, qui dit ça ne marche pas si on ne fait pas de thermique. Nous, on continue à dire on va trouver la solution pour faire du renouvelable intermittent, parce qu'on en a besoin d'ici 2035, mais on ne construit pas de centrale thermique. Donc, je veux dire, il est évident que ces progrès doivent continuer, il est évident qu'il faut plus de rigueur dans la façon de les piloter, que le romantisme n'a rien à voir là-dedans, et qu'il faut absolument qu'on ait une rigueur qui fasse que dès qu'on apprend quelque chose, ça soit aussitôt injecté dans la façon de penser de nos dirigeants et dans l'allocation de fonds. Enfin, il faut quand même voir qu'en France, par exemple, le business pour EDF que l'Union européenne, au nom de la concurrence et de l'environnement, nous a imposé, c'est qu'EDF est obligé d'acheter du kilowattheure éolien ou du kilowattheure solaire à 90 € le mégawattheure et de vendre un quart de sa production sous forme d'arène à 42 € le kilowattheure. Si vous connaissez beaucoup de business qui prospèrent comme ça, moi, j'en connais pas. Et donc, encore une fois, il ne s'agit pas de prôner l'immobilisme, c'est sûrement pas ce que tu es en train de dire, mais de dire à la fois, il faut de la sécurité, parce que l'aventure en termes d'énergie donne un désastre pour le pays, et il faut apprendre pendant qu'on avance. Merci Bertrand. Merci à Emmanuel Hoche, on vous salue, très sympathique, Michel Vieillefosse et le général. Le mot de la fin, je vais le laisser à mon ami Loïc, parce qu'il brûle d'envie. Évidemment, il a fait des bons, j'ai vu son sourire, ce qu'a dit Michel Vieillefosse. Voilà, c'est de l'eau à ton moulin, quoi. C'est-à-dire que depuis le départ, je dis, est-ce que vous êtes bien sûr que la décarbonation est la priorité ? Je pose cette question, ça fait plusieurs années, et depuis 2 ans, je dis, êtes-vous bien sûr que la décarbonation est la solution ? Et j'entends M. Delfosse, et je me dis, bon, lorsque je vois Paris et ma campagne, je dis qu'il a probablement raison quand même, c'est bien comme ça que je le vois. Mais est-ce que vous pouvez parler plus fort, M. Delfosse ? Parce que moi, j'y arrive pas. Voilà. Là, vous soulevez merci de votre attention. Simplement, vous savez, moi, j'avais travaillé avec Jacques Martin il y a très longtemps, et Jacques Martin, à la fin toujours d'une pièce de théâtre, il s'adressait au public, et quand ça marchait bien, c'était un succès, il disait, c'est pas nous qu'il faut remercier, mais ce soir, vous avez du talent. Mesdames et messieurs, vous avez du talent de nous avoir écoutés. Merci.